Quelque part, à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre, flotte une sphère dorée ceinte d'un diadème de glace si vaste qu'il pourrait avaler des planètes entières. On la connaît depuis l'Antiquité, cette étoile lente qui traverse le ciel nocturne avec la patience d'un dieu vieillissant. Mais ce que l'Antiquité ne savait pas, ce que personne ne pouvait imaginer avant que la science moderne ne braque ses instruments vers cette géante aux anneaux scintillants, c'est que Saturne est un monde d'une étrangeté si profonde qu'elle défie nos catégories les plus fondamentales. Ici, l'hydrogène cesse d'être un gaz et devient un métal liquide. Ici, il pleut des diamants dans les ténèbres d'un intérieur où la notion même de surface n'a aucun sens. Ici, un hexagone parfait fait de vent à 300 km/h tourne au pôle Nord depuis des siècles, et personne ne sait vraiment pourquoi. Ici, les anneaux les plus célèbres de l'univers connu sont en train de mourir, de se dissoudre lentement dans l'atmosphère de la planète, victimes d'une pluie invisible qui les ronge grain par grain. Et ici, sur 2 petites lunes perdues dans le cortège des 146 satellites confirmés, se cachent peut-être les conditions les plus favorables à la vie extraterrestre que l'humanité ait jamais découverte. Saturne n'est pas simplement une planète, c'est un système, un royaume, une cathédrale de physique extrême et de beauté terrifiante. Son histoire, depuis sa naissance violente dans le chaos du système solaire primitif, jusqu'à sa mort lente et inévitable dans un futur si lointain qu'il en devient abstrait, constitue l'un des récits les plus extraordinaires que la science ait jamais racontés. Et ce récit commence il y a 4,5 milliards d'années, dans un nuage de poussière qui n'avait encore rien de remarquable. Il n'y avait pas de Saturne, il n'y avait pas de Terre, il n'y avait aucune planète, il n'y avait qu'un immense nuage moléculaire, un amas de gaz et de poussière suspendu dans le bras d'une galaxie encore jeune, tournant lentement sur lui-même sous l'effet de sa propre gravité. Au centre de ce nuage, la matière s'accumulait, la pression montait, la température grimpait, et puis le seuil fut franchi. Les réactions de fusion nucléaire s'amorcèrent. Une étoile naquit, notre Soleil. Autour de cette étoile nouveau-née, la matière résiduelle ne disparut pas. Elle s'aplatit en un disque rotatif, un plateau de gaz et de poussière composé d'hydrogène, d'hélium et d'éléments plus lourds forgés dans les fournaises d'étoiles mortes depuis longtemps. Fer, silicium, carbone, oxygène, glace d'eau, tout cela tourbillonnait dans une structure que les astronomes appellent un disque protoplanétaire. Et dans ce disque, les ingrédients bruts de tout ce que nous connaissons commencèrent à s'agglomérer. Si cette vidéo vous plaît, pensez à liker et à vous abonner, cela compte énormément pour nous. Près du Soleil, là où les températures étaient élevées, seuls les métaux et les silicates pouvaient résister à la chaleur. C'est là que se formèrent les planètes rocheuses, petites, denses, cuites par le rayonnement. Mais plus loin, au-delà d'une frontière que les scientifiques appellent la ligne de gel, située approximativement là où orbite Jupiter aujourd'hui, la température chuta suffisamment pour que la glace d'eau existe à l'état solide. Et la glace était partout. Cette abondance changea tout. Au-delà de la ligne de gel, les blocs constitutifs des planètes n'étaient plus seulement de la roche. Ils étaient de la roche et de la glace combinée. Et la glace étant bien plus abondante que le métal ou le silicate, les noyaux en formation pouvaient grossir plus vite, attirer davantage de matière à chaque orbite autour du jeune Soleil. Quand un noyau atteignait environ 10 masses terrestres, quelque chose de spectaculaire se produisait. Il franchissait un seuil critique. Sa gravité devenait suffisamment puissante pour capturer non seulement des solides, mais du gaz. L'hydrogène et l'hélium, les éléments les plus légers et les plus abondants du disque, se précipitaient sur le noyau dans un torrent incontrôlable. C'est ainsi que naît une géante gazeuse. Pas doucement, pas progressivement, mais dans un processus d'emballement qui peut doubler et tripler la masse d'une planète en un laps de temps cosmiquement bref. Le noyau agit comme une graine.
Le gaz agit comme une inondation. Et une fois que l'inondation commence, elle ne s'arrête que lorsque l'approvisionnement s'épuise ou que le disque lui-même se dissipe. Saturne se forma de cette manière, Jupiter aussi, mais leurs histoires ne sont pas identiques et les différences comptent énormément. Jupiter se forma en premier. Elle était plus proche de la ligne de gel, là où la matière était la plus dense. Elle grandit vite, devint massive et commença à dominer le paysage gravitationnel du système solaire externe avant que Saturne n'ait fini de s'assembler. Jupiter détient aujourd'hui environ 318 masses terrestres. Saturne en détient environ 95. Cet écart n'est pas un accident. Jupiter arriva la première au festin et prit la plus grande part. Saturne arriva en second et dut se contenter de ce qui restait. Mais Saturne réalisa quelque chose que Jupiter ne put pas faire. Elle continua de faire croître son noyau tout en accumulant une enveloppe de gaz proportionnellement plus épaisse par rapport à sa masse totale. Le résultat est une planète dotée d'une structure interne fondamentalement différente, moins dense que Jupiter. En fait, Saturne est moins dense que l'eau. Si l'on pouvait trouver un océan assez grand, Saturne flotterait. Ce simple fait, aussi absurde qu'il paraisse, révèle quelque chose de profond sur la construction de cette planète. Elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, gonflé, distendu, un ballon de gaz entourant un noyau qui pourrait même ne plus être solide. Le système solaire primitif n'était pas un endroit paisible. Les planètes ne se formèrent pas dans leurs orbites actuelles pour y rester poliment. Elles bougèrent, elles migrèrent, elles se battirent pour leur position dans un concours gravitationnel qui faillit tout détruire. Le meilleur modèle que les scientifiques possèdent pour cette période chaotique décrit comment les 4 géantes se trouvaient à l'origine bien plus proches les unes des autres, compactées dans une configuration entre environ 5 et 17 unités astronomiques du Soleil. Au-delà d'elles s'étendait un disque massif de planétésimaux glacés, de petits corps résidus du processus de construction planétaire. Pendant des centaines de millions d'années, cet arrangement tint bon. Puis, l'équilibre se rompit. Jupiter et Saturne dérivèrent dans ce que les physiciens appellent une résonance de moyens mouvements 2 pour 1. Pour chaque 2 orbites que Jupiter complétait, Saturne en complétait exactement une. Ce verrouillage orbital amplifia les interactions gravitationnelles entre les 2 géantes. Les effets se propagèrent vers l'extérieur en cascade. Les 2 autres géantes glacées furent projetées sur des orbites plus larges et plus excentriques. L'une d'elles traversa le disque de planétésimaux comme une boule de bowling à travers des quilles. Le résultat fut catastrophique. Des milliards de corps glacés furent dispersés dans toutes les directions. Certains furent éjectés vers l'extérieur, formant ce que nous appelons aujourd'hui la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. D'autres furent projetés vers l'intérieur, bombardant les planètes rocheuses dans un barrage dévastateur. Les cratères que l'on voit sur la Lune, les cicatrices sur Mercure, les anciens bassins d'impact sur Mars, beaucoup d'entre eux pourraient remonter à cet événement unique, un caprice gravitationnel déclenché par la danse de Jupiter et Saturne. Des simulations informatiques suggèrent quand même que le système solaire primitif contenait peut-être une 5e planète géante, un géant de glace supplémentaire de la taille approximative de Neptune, qui aurait été entièrement éjecté du système solaire pendant cette instabilité. Une planète vagabonde errant dans la galaxie dans l'obscurité parce que Jupiter et Saturne ont réaménagé le voisinage. Saturne survécut à ce chaos, mais la survie eut ses conséquences. Son orbite finale, à environ 9 unités astronomiques et demie du Soleil, n'était pas celle dans laquelle elle était née. Elle avait été poussée vers l'extérieur par les mêmes interactions gravitationnelles qui avaient dispersé tout le reste. L'inclinaison de son axe, d'environ 27 degrés, fut probablement influencée par ces rencontres précoces. La collection de lunes qu'elle rassemblerait éventuellement
certaines capturées, certaines formées à partir de débris, portent les empreintes digitales de ce bouleversement violent. La Saturne que nous voyons aujourd'hui, sereine et dorée, et impossiblement belle à travers un télescope, est une survivante d'une guerre. Une guerre menée non pas avec des armes, mais avec la gravité. Une guerre dans laquelle des mondes entiers furent détruits ou expulsés. Saturne n'a pas hérité de son trône paisiblement. Elle l'a conquis à travers un processus de sélection naturelle gravitationnelle. Et elle a survécu avec un secret. Quelque chose de caché sous ces nuages calmes et striés. Quelque chose que les scientifiques ne commenceraient à comprendre que lorsqu'une sonde spatiale arriva en orbite autour de Saturne en 2004 et commença à en éplucher les couches. Ce qu'elle trouva n'était pas ce que quiconque attendait. L'intérieur de la planète était plus étrange, plus complexe et plus déconcertant que n'importe quel modèle ne l'avait prédit. Le noyau n'était pas une boule nette de roche et de glace, assise au centre comme un noyau dans un fruit. Il était étalé, diffus, un gradient d'éléments lourds se dissolvant vers le haut dans l'enveloppe d'hydrogène et d'hélium, s'étendant vers l'extérieur jusqu'à environ 60% du rayon de la planète. Les scientifiques appellent maintenant cela un noyau flou, ni solide, ni liquide, ni gazeux. Quelque chose entre les deux, quelque chose qui défie toute catégorisation facile. Des chercheurs du California Institute of Technology découvrirent cela en étudiant des ondes dans les anneaux de Saturne. La planète vibre, elle oscille comme une cloche frappée, et ces oscillations créent des motifs dans les anneaux les plus internes qui agissent comme un sismographe. En lisant les anneaux, ils purent à l'intuition scruter l'intérieur de la planète d'une manière qu'aucune sonde n'avait jamais réalisée. Ce qu'ils virent était un noyau contenant environ 55 masses terrestres de matériaux, dont 17 étaient de la roche et de la glace, le reste de l'hydrogène et de l'hélium. Le tout stratifié, le tout en mouvement, le tout fondamentalement différent des noyaux solides et bien définis que les manuels avaient décrits pendant des décennies. Mais l'intérieur n'est que le début. La caractéristique la plus reconnaissable de Saturne, celle qui en fait la planète la plus emblématique du système solaire, n'est pas cachée à l'intérieur. Elle orbite à l'extérieur, visible, stupéfiante, et comme nous allons le découvrir, profondément troublante. Les anneaux de Saturne ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ils ne sont pas anciens, ils ne sont pas permanents, et leur origine implique peut-être quelque chose de bien plus violent que quiconque ne l'avait imaginé. En 1610, un astronome italien pointa sa lunette vers Saturne et vit quelque chose qu'il ne put expliquer. La planète semblait avoir des oreilles. 2 protubérances floues, flanquant son disque, visibles mais impossibles à résoudre à travers les optiques grossières de l'époque. Il les dessina comme des poignées. 2 ans plus tard, quand il regarda à nouveau, les protubérances avaient été disparues. Saturne apparaissait parfaitement ronde. L'astronome fut déconcerté. Il faudrait encore 45 ans avant qu'un astronome néerlandais, armé de meilleurs instruments, identifie correctement les structures comme un anneau plat encerclant la planète sans la toucher, et 2 siècles supplémentaires avant qu'un physicien écossais ne prouve mathématiquement que l'anneau ne pouvait pas être solide. Il devait être composé d'innombrables particules individuelles, chacune orbitant Saturne indépendamment. Nous savons maintenant que les anneaux de Saturne sont composés de billions de morceaux de glace d'eau, allant de grains plus petits que du sable à des blocs aussi gros que des maisons. Certains sont clairs comme du verre. D'autres sont saupoudrés de composés organiques et d'impuretés silicatées. Ensemble, ils forment une structure d'environ 175 000 km de diamètre, mais d'une minceur stupéfiante, souvent pas plus de 10 mètres d'épaisseur. Si l'on réduisait les anneaux de Saturne au diamètre d'un terrain de football, ils seraient plus fins qu'une lame de rasoir. Les anneaux sont divisés en sections nommées. L'anneau B,
large et brillant, est le plus dense et le plus massif. L'anneau A se trouve à l'extérieur, séparé par la division de Cassini, un espace d'environ 5000 km de large, identifié pour la première fois en 1675. À l'intérieur de l'anneau B se trouve le translucide anneau C, parfois appelé l'anneau de crêpe. Encore plus près de la planète, l'anneau D, presque invisible, effleure le sommet des nuages de Saturne. Et au-delà des anneaux principaux, très loin, s'étend l'énorme anneau E, un halo diffus de minuscules particules de glace alimentées par les geysers de l'une des lunes. La structure interne des anneaux est d'une complexité qui défie l'imagination. Ce qui semble être une surface lisse et continue depuis la Terre est en réalité un chaos organisé de milliards de particules individuelles, chacune sur sa propre orbite, chacune soumise à la gravité de Saturne, à l'attraction des lunes voisines et aux collisions constantes avec ses voisines. Les particules se heurtent doucement, rebondissent, échangent de l'énergie cinétique et ce balai incessant maintient les anneaux dans leur état de minceur presque impossible. La dynamique des anneaux est si riche que les physiciens les utilisent comme laboratoire naturel pour étudier les disques astrophysiques, depuis les disques protoplanétaires autour des étoiles jeunes jusqu'aux disques d'accrétion autour des trous noirs. Saturne porte autour de sa taille un modèle réduit des processus les plus fondamentaux de la formation des systèmes planétaires. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les scientifiques supposèrent que les anneaux étaient aussi vieux que Saturne elle-même, 4,5 milliards d'années. Des reliques de la formation du système solaire, du matériau résiduel qui n'avait jamais pu se fondre en une lune parce qu'il orbitait trop près de la planète, à l'intérieur d'une frontière appelée la limite de Roche. Cette limite, calculée en 1848, est la distance d'une planète en deçà de laquelle les forces de marée, la différence d'attraction gravitationnelle entre le côté proche et le côté éloigné d'un corps en orbite, dépassent la propre gravité interne du corps qui le maintient assemblé. Franchissez cette limite invisible de destruction et vous êtes déchiqueté. Les anneaux principaux de Saturne se trouvent presque entièrement à l'intérieur de cette frontière. Ce n'est pas une coïncidence. Et voici où l'histoire prend un tournant sombre. Les anneaux sont jeunes. Ce fut la bombe lâchée par les données collectées par la sonde spatiale qui orbita Saturne de 2004 à 2017. Pendant sa phase finale, une série de 22 orbites audacieuses qui traversèrent l'espace entre Saturne et son anneau le plus interne, la sonde mesura deux quantités critiques. Premièrement, la masse des anneaux. Deuxièmement, le taux auquel la poussière cosmique de l'espace interplanétaire s'accumule sur eux. La masse s'avéra étonnamment faible, environ 40% de la masse d'un petit satellite naturel de Saturne. Une masse plus faible signifie que les anneaux ont moins d'inertie, moins de capacité à résister aux changements, moins de résilience face aux forces qui les érodent. La mesure de la poussière fut tout aussi révélatrice. Des chercheurs calculèrent combien de crasses interplanétaires se déposent sur les anneaux chaque année. La réponse était minuscule. Mais sur des milliards d'années, même une infime quantité s'accumule. Si les anneaux avaient vraiment 4,5 milliards d'années, ils devraient être sales, assombris par des éons de débris accumulés. Au lieu de cela, ils sont remarquablement brillants, de la glace d'eau presque pure, propre comme de la neige fraîche. Pensez-y comme un tapis blanc. Posez-le dans une maison et attendez. La poussière se dépose, la saleté s'accumule, les taches apparaissent. Plus le tapis est resté longtemps, plus il est sale. Les anneaux de Saturne sont ce tapis, et ils ont l'air neufs. Une étude publiée en 2023 conclut que les anneaux de Saturne n'ont pas plus de 400 millions d'années. D'autres analyses repoussèrent l'estimation encore plus loin, peut-être aussi peu que 10 à 100 millions d'années. Cela signifie que les anneaux se sont formés bien après Saturne elle-même,
bien après que le chaos du système solaire primitif se soit apaisé. En termes géologiques, Saturne a acquis ses anneaux récemment. Les dinosaures marchaient peut-être déjà sur la Terre quand les anneaux de Saturne sont apparus. Cela soulève une question évidente. Si les anneaux ne sont pas des restes de la naissance de Saturne, qu'est-ce qui les a créés? Quelque chose a été détruit. L'hypothèse principale, étayée par des simulations sur superordinateur, est que les anneaux se sont formés à partir des débris d'une collision catastrophique entre deux des lunes glacées de Saturne. Les simulations modélisèrent près de 200 scénarios de collisions différents en faisant varier la taille, la vitesse et l'angle d'impact. Dans de nombreux cas, les collisions produisirent exactement la bonne quantité de débris glacés à l'intérieur de la limite de roche, où les forces de marée les étalèrent ensuite en un disque mince. Les anneaux de Saturne ne sont pas une beauté primordiale. Ils sont les restes d'un meurtre. Une lune, peut-être deux lunes, fracassées par une collision, leurs glaces et leurs roches dispersées en orbite autour de la planète où les forces de marée broyèrent les débris en ce disque fin et lumineux que nous voyons aujourd'hui. Les anneaux sont une scène de crime. Et les preuves tombent encore, car les anneaux ne sont pas seulement jeunes. Ils sont en train de mourir. Des recherches confirmèrent que Saturne perd ses anneaux à ce que les scientifiques appellent le scénario du pire. Les particules de glace dans les anneaux deviennent électriquement chargées par le rayonnement ultraviolet du Soleil ou par les impacts de micrométéoroïdes. Une fois chargées, ces particules répondent au champ magnétique de Saturne. Elles glissent le long de lignes de champs magnétiques invisibles et tombent dans l'atmosphère de la planète aux latitudes moyennes, un processus que les scientifiques appellent la pluie d'anneaux. Les chiffres sont accablants. La pluie d'anneaux seule draine suffisamment d'eau pour remplir une piscine olympique toutes les 30 minutes. Ajoutez la chute équatoriale mesurée pendant les dernières orbites de la sonde, du matériau spiralant directement vers l'équateur de Saturne, sous l'influence combinée de la gravité et de la traînée, et le taux de perte totale grimpe de façon spectaculaire. À ce rythme, le système d'anneaux tout entier pourrait avoir disparu en moins de 100 millions d'années, peut-être bien moins. 100 millions d'années semblent une longue période. Ce n'est pas le cas. Pas à l'échelle du système solaire. Saturne a 4,5 milliards d'années. 100 millions d'années représentent environ 2% de sa durée de vie totale. Nous assistons aux anneaux pendant une brève fenêtre scintillante. Une fenêtre qui s'est ouverte récemment et qui se fermera définitivement. Les civilisations futures, si elles existent, regarderont peut-être Saturne et ne verront rien d'autre qu'une géante gazeuse à bandes ordinaires, impossible à distinguer d'un Jupiter légèrement plus petit. Les anneaux seront un souvenir, une note de bas de page dans les archives astronomiques. Nous avons la chance d'être en vie maintenant. La chance d'exister dans la mince tranche de temps cosmique où Saturne porte sa couronne. Mais les anneaux ne sont pas la seule caractéristique extraordinaire de cette planète. Au pôle nord de Saturne, quelque chose d'autre défie toute explication. Une forme géométrique qui n'a aucune raison d'exister dans une atmosphère turbulente d'hydrogène et d'hélium. Une forme qui tourne depuis des décennies, peut-être des siècles, et qui s'étend bien plus haut dans l'atmosphère que quiconque ne l'avait prédit. En 1981, une sonde spatiale survola Saturne et captura des images du pôle nord de la planète. Enfoui dans ces données, inaperçu pendant des années, se trouvait quelque chose qui ne devrait pas exister. Un hexagone, pas un motif vaguement hexagonal, pas une approximation. Un polygone à 6 côtés précis, inscrit dans l'atmosphère de Saturne, centré presque parfaitement sur le pôle nord, avec chacun de ses 6 côtés s'étirant sur environ 14 000 km de long. C'est plus que le diamètre de la Terre. L'hexagone entier s'étend sur environ 30 000 km d'un coin à l'autre. On pourrait y placer 2 terres et il resterait encore de la place.
Un scientifique le découvrit en 1987 en assemblant des images des survols. Au début, beaucoup de scientifiques étaient sceptiques. Un hexagone dans une atmosphère fluide. Les atmosphères sont chaotiques, elles tourbillonnent, elles créent des remous, elles dissolvent les structures. Les lignes droites et les angles vifs sont le langage des cristaux et de la géométrie, pas du gaz turbulent. Comment une atmosphère planétaire composée entièrement d'hydrogène et d'hélium en mouvement constant pourrait-elle maintenir une forme géométrique rigide? Quand une sonde plus avancée arriva en orbite autour de Saturne, en 2004, le pôle Nord était plongé dans l'obscurité hivernale. Les caméras ne pouvaient pas photographier l'hexagone en lumière visible, mais un spectromètre infrarouge perça les ténèbres. L'hexagone était toujours là. 25 ans après sa première observation, la structure avait à peine changé. Même forme, même position, même période de rotation. Quand la lumière du soleil revint au pôle, les caméras en lumière visible capturèrent l'hexagone dans un détail extraordinaire. Un vaste courant G de gaz atmosphérique, se déplaçant à environ 500 km/h, verrouillé dans un trajet hexagonal, tournant avec une période de 10 heures, 39 minutes et 24 secondes. C'est presque exactement la période de rotation interne de Saturne. L'hexagone ne dérive pas, il ne vagabonde pas. Il est ancré à la planète elle-même, tournant avec elle comme une caractéristique gravée dans le socle même de l'atmosphère. Au centre de l'hexagone siège un cyclone, un vortex polaire massif, environ 50 fois la taille d'un ouragan terrestre typique, avec un œil si distinct et si bien défini qu'il ressemble à un ouragan terrestre photographié depuis l'espace. Les vents dans ce cyclone polaire dépassent les 500 km/h. Et contrairement aux ouragans terrestres, qui se forment au-dessus d'océans chauds et se dissipent quand ils touchent terre ou passent au-dessus d'eau froide, cette tempête n'a pas d'océan pour la nourrir et pas de terre pour l'arrêter. Elle tourne simplement, année après année, décennie après décennie, possiblement depuis des siècles. Entre 2012 et 2016, la sonde observa l'hexagone changer de couleur. Quand elle le captura pour la première fois en lumière visible, l'hexagone apparaissait d'un bleu profond et saisissant. À la fin de la mission, il avait viré alors. Les scientifiques pensent que ce changement de couleur est lié aux saisons de Saturne. Tandis que le pôle Nord s'inclinait vers le Soleil et que l'été approchait, le rayonnement ultraviolet commençait à produire une brume photochimique, des particules de smog qui s'accumulèrent dans l'atmosphère et donnèrent à l'hexagone sa teinte dorée chaude. Mais la découverte la plus surprenante vint non pas des nuages en dessous, mais de l'atmosphère au-dessus. En 2018, une étude publiée dans Nature Communications révéla que la forme hexagonale s'étend bien plus haut dans l'atmosphère de Saturne que quiconque ne l'avait cru possible. L'hexagone n'est pas simplement un phénomène météorologique de surface. C'est une colonne structurée d'atmosphère s'étirant sur plus de 300 km de hauteur, de la troposphère jusque dans la stratosphère. Une onde de Rossby, un type d'onde atmosphérique à grande échelle entraînée par la rotation de la planète, semble perforer vers le haut à travers les couches atmosphériques, imposant sa discipline géométrique sur des masses d'air à des centaines de kilomètres au-dessus du pont nuageux. Rien de semblable n'a jamais été observé sur aucune autre planète. Jupiter, la cousine plus grande de Saturne, a une structure polaire complètement différente. Des observations révélèrent que le pôle nord de Jupiter abrite non pas un mais 9 cyclones, 8 arrangés en anneaux autour d'un 9e central. Pas d'hexagone, pas de symétrie géométrique, juste un amas de tempêtes se bousculant pour la position. Pourquoi cette différence? Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology trouvèrent que la variable clé pourrait être la taille et la vitesse du vent du vortex polaire central. Sur Jupiter, le cyclone polaire est relativement petit et rapide,
permettant à de multiples vortex secondaires de se former autour de lui. Sur Saturne, le cyclone polaire est plus grand et ses vents plus lents, ce qui empêche la formation de multiples vortex secondaires, mais soutient à la place un seul courant jet sinueux qui se verrouille dans un motif d'onde hexagonale par un processus appelé instabilité barotrope. Des expériences en laboratoire apportèrent un éclairage supplémentaire. Des physiciens placèrent du liquide dans un réservoir circulaire et firent tourner le centre et les bords à des vitesses différentes. La différence de rotation créait une zone de cisaillement entre les deux corps solfluides. À mesure que la différence de vitesse augmentait, la frontière entre les deux fluides cessait d'être circulaire et commençait à former des polygones, triangles, carrés, pentagones, et oui, hexagones. Le nombre de côtés dépendait du rapport des vitesses de rotation. Quand le rapport correspondait aux conditions estimées pour le courant jet du pôle nord de Saturne, le résultat était un hexagone. Mais les hexagones de laboratoire étaient instables. Les maintenir plus de quelques minutes nécessitait une attention constante. L'hexagone de Saturne maintient sa forme depuis au moins 45 ans, probablement bien plus longtemps. Une étude de 2020 proposa que la réponse se trouve très profondément. Le courant jet hexagonal de Saturne n'est pas un phénomène météorologique superficiel. Il est entraîné par des courants de convection s'élevant depuis des milliers de kilomètres sous le sommet des nuages, alimentés par la chaleur interne de la planète. L'hexagone ne serait pas une curiosité de surface, mais une fenêtre sur l'intérieur profond de Saturne. La machinerie interne de la planète, tournant sous des couches de gaz comprimées, imprime sa signature sur le pont nuageux visible sous la forme d'un motif géométrique parfait. Il y a quelque chose de presque sacré dans cette forme. Les hexagones apparaissent dans toute la nature. Les alvéoles d'une ruche, les colonnes de basalte de la chaussée des géants, la structure cristalline des flocons de neige. Dans chaque cas, l'hexagone émerge parce qu'il est le moyen le plus efficace de paver une surface avec des cellules de taille égale, la forme qui enclôt la superficie maximale avec le périmètre minimal. C'est la géométrie préférée de la nature quand l'efficacité et la stabilité sont les objectifs. Et ici, au pôle nord d'une géante gazeuse à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre, la même géométrie apparaît. Pas dans le cristal, pas dans la biologie, dans le vent. Le pôle sud de Saturne, par contraste, n'a pas d'hexagone, juste un cyclone massif tourbillonnant sans structure géométrique. La symétrie entre les deux pôles reste un domaine de recherche actif, suggérant des différences fondamentales dans la dynamique atmosphérique ou les motifs convectifs profonds sous chaque hémisphère. L'hexagone pose une question à laquelle la science n'a pas pleinement répondu. Peut-on véritablement comprendre une planète dont l'atmosphère encode les mathématiques dans la météorologie? Si l'hexagone est déconcertant dans sa perfection, ce qui se passe ensuite sur Saturne est déconcertant dans sa violence. Car environ une fois tous les 30 ans terrestres, l'atmosphère de la planète se déchire d'elle-même. Une tempête éclate. Pas une petite tempête, pas une perturbation régionale, une super tempête si vaste qu'elle enveloppe la planète entière, un déchaînement si électriquement chargé qu'il produit des éclairs 10 000 fois plus puissants que tout ce qui existe sur Terre. La plupart du temps, Saturne a l'air calme. Des bandes ordonnées, d'un or pâle et de caramel, enveloppant la planète en couches horizontales. Chaque bande est un courant jet de gaz se déplaçant à sa propre vitesse et latitude. Comparé à Jupiter, avec sa grande tache rouge bouillonnante et ses formations nuageuses turbulentes, Saturne semble presque sereine. Cette sérénité est un mensonge. Environ une fois tous les 20 à 30 ans, quelque chose détonne dans l'atmosphère de Saturne. Une montée massive d'air chaud et humide perce la couche nuageuse supérieure et éclate en une tache blanche visible, brillante contre les tons sourds de la planète. En quelques jours, la tache grandit.
En quelques semaines, elle commence à s'étirer. En quelques mois, elle a encerclé la planète entière. Une ceinture de nuages blancs tourbillonnants et de décharges électriques violentes qui peut persister pendant la majeure partie d'une année. Ce sont les grandes taches blanches, les tempêtes les plus puissantes du système solaire, et elles sont uniques à Saturne. 6 de ces super tempêtes ont été observées depuis 1876. Mais la plus étudiée en détail fut celle qui éclata en décembre 2010, alors qu'une sonde spatiale était en orbite autour de Saturne, équipée d'instruments capables d'observer la tempête sous tous les angles et à toutes les longueurs d'onde. La tempête commença comme un petit nuage blanc d'environ 1300 km de diamètre à environ 32 degrés de latitude nord. En 3 semaines, elle avait grandi à 16 000 km du nord au sud et 27 000 km d'est en ouest. Si une tempête équivalente se formait sur Terre, elle recouvrirait la majeure partie de l'Amérique du Nord du sommet à la base. Mais cette tempête ne s'arrêta pas de grandir. Tandis que les puissants vents zonaux de Saturne cisaillaient le nuage orageux, une queue commença à s'étirer vers l'est. 12 semaines après le début de la tempête, la queue avait fait le tour complet de la planète. La tête de la tempête, toujours active, finit par entrer en collision avec sa propre queue. L'activité convective s'affaiblit alors et cessa en une 50aine de jours. Mais la perturbation atmosphérique persista pendant des années. La tempête n'était pas simplement un phénomène de surface. C'était un monstre tridimensionnel. Les tours convectives à l'intérieur de la tempête, des colonnes d'air chaud ascendant, s'étendaient 10 à 20 fois plus haut qu'un orage typique sur Terre. De la glace d'eau fraîche, de la glace d'ammoniac et des particules d'hydrosulfure d'ammonium étaient transportées depuis les profondeurs de l'atmosphère de Saturne jusqu'au sommet des nuages visibles, donnant à la tempête son apparence blanche caractéristique. L'analyse spectrale révéla que les particules nuageuses étaient composées d'environ 55% de glace d'ammoniac, 22% de glace d'eau et 23% d'hydrosulfure d'ammonium. C'était significatif parce que cela marquait la première détection directe de glace d'eau dans une tempête saturnienne, confirmant que la remontée puisait du matériau dans des couches atmosphériques profondes. Et puis il y eut la foudre. La foudre de Saturne est sans équivalent sur Terre. Au pic de la tempête, les éclairs crépitaient plus de 10 fois par seconde. Chaque éclair libérait une énergie environ 10 000 fois supérieure à celle d'un éclair typique sur Terre. La puissance totale de la tempête était comparable à une fraction significative de toute l'énergie que Saturne rayonne dans l'espace. Cette tempête unique déployait une puissance équivalente à ce que la Terre reçoit du Soleil en une année entière. Mais pourquoi Saturne produit-elle ces tempêtes colossales si rarement? La réponse réside dans le comportement de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium de Saturne. L'atmosphère est stratifiée. En profondeur, où les températures et les pressions sont élevées, l'eau existe sous forme de vapeur mélangée à l'hydrogène et à l'hélium dominant. En remontant vers le sommet des nuages, les températures chutent. La vapeur d'eau, plus lourde que l'atmosphère environnante d'hydrogène et d'hélium, commence à précipiter. Les couches supérieures perdent leur composant le plus lourd et deviennent moins denses, plus légères. Cela crée une situation où l'atmosphère supérieure est en fait moins dense que les couches inférieures, une condition appelée inhibition convective. La couche supérieure plus légère agit comme un couvercle, empêchant l'air plus chaud et plus humide en dessous de monter. La convection est supprimée. L'atmosphère se stabilise. Mais le refroidissement continue pendant des décennies. L'atmosphère supérieure continue de rayonner de la chaleur dans l'espace. Elle devient de plus en plus froide. Finalement, le refroidissement surmonte l'inversion de densité. Le couvercle se brise.
L'air chaud et humide d'en dessous éclate vers le haut dans un sursaut convectif massif. L'eau se condense. La glace se forme. La foudre crépite. La grande tache blanche est née. Le processus se réinitialise alors. L'éruption libère tellement d'énergie et d'humidité qu'elle rétablit l'inversion de densité. Le couvercle se referme et Saturne attend encore 20 à 30 ans, se refroidissant lentement, accumulant de la pression jusqu'à la prochaine éruption. Saturne accumule son énergie et la libère d'un seul coup. Jupiter, en comparaison, la laisse fuir en continu, ce qui explique pourquoi Jupiter a une activité orageuse, constante, plutôt que des explosions périodiques. La tempête de 2010 fit quelque chose d'autre de remarquable. Elle perturba la stratosphère de Saturne. Tandis que les tours convectives pompaient du matériau vers le haut, deux masses d'air chaud se formèrent dans la stratosphère. En 2012, ces deux masses fusionnèrent. L'augmentation de température résultante fut extraordinaire, plus de 80 degrés Kelvin, créant le point le plus chaud jamais enregistré dans la stratosphère de Saturne. Avec la chaleur vint une signature chimique inattendue, de l'éthylène en concentration inhabituellement élevée, démontrant que la météo de Saturne fonctionne comme un système connecté sur des centaines de kilomètres de profondeur. La dernière grande tache blanche a éclaté en 2010. La prochaine, selon le motif historique, pourrait apparaître à la fin des années 2030. C'est un monde qui stocke son énergie pendant des décennies, puis la déchaîne en un seul événement cataclysmique. Un monde où le silence ne signifie pas la paix. Il signifie que la pression s'accumule, que la prochaine éruption n'est pas une question de si, mais de quand. Et tandis que ces tempêtes font rage à travers le sommet des nuages de Saturne, quelque chose d'également spectaculaire se produit à près d'1 milliard de kilomètres de là, sur une lune si étrangement similaire à la Terre que les scientifiques la qualifient de jumelle. Non pas une jumelle en température, non pas une jumelle en hospitalité, mais une jumelle en processus, en météo, en paysage. Dans la machinerie fondamentale d'un monde possédant une atmosphère, de la pluie, des rivières, des lacs et des mers. Sauf que sur cette lune, la pluie n'est pas de l'eau. Les rivières ne sont pas de l'eau. Les mers ne sont pas de l'eau. Ce sont du méthane liquide et de l'éthane. Et la température de surface est de moins 179 degrés Celsius. Avant que la sonde n'arrive à Saturne, cette lune était un mystère enveloppé dans une brume orange. On savait qu'elle était grande, environ 5100 km de diamètre, plus grande que la planète Mercure. On savait qu'elle possédait une atmosphère dense, la seule lune du système solaire avec une atmosphère substantielle composée principalement d'azote avec une pression de surface environ 1,5 fois celle de la Terre. On savait que le méthane était présent en quantité significative. Et on ne savait presque rien d'autre parce que l'épaisse brume photochimique qui recouvre cette lune est opaque à la lumière visible. Aucune caméra, aucun télescope, aucune sonde spatiale passant à grande vitesse n'avait jamais vu la surface clairement. C'était une boîte verrouillée. La mission apporta la clé. L'orbiteur transportait des instruments capables de voir à travers la brume. Un radar qui envoyait des impulsions radio à travers l'atmosphère et lisait les échos rebondissants de la surface, des caméras infrarouges qui pouvaient pénétrer le smog à des longueurs d'onde spécifiques. Et chevauchant la sonde orbitale se trouvait un module d'atterrissage construit par l'Agence spatiale européenne, conçu pour un seul objectif: plonger à travers l'atmosphère de la Lune, tout mesurer en chemin et se poser à la surface. Le 14 janvier 2005, le module se sépara et commença sa descente. Il tomba pendant 2h30 à travers un ciel orange, secoué par les vents, ralenti par des parachutes, ses instruments échantillonnant l'atmosphère à chaque altitude. Les données remontèrent vers l'orbiteur au-dessus,
qui les relaya vers la Terre. Ce que le module découvrit était stupéfiant. L'atmosphère était stratifiée avec des températures, des pressions et des vitesses de vent différentes à différentes altitudes. Le méthane n'était pas simplement un gaz trace. C'était un constituant atmosphérique majeur, se comportant sur cette lune exactement comme l'eau se comporte sur la Terre. Il s'évaporait de la surface. Il montait dans l'atmosphère. Il se condensait en nuages. Il tombait en pluie. Et il se rassemblait au sol sous forme liquide. Les images de la descente montrèrent un paysage étrangement réminiscent d'un littoral désertique terrestre. Des zones sombres et plates bordées par un terrain élevé plus clair. Des canaux de drainage gravés dans la surface, se ramifiant comme des systèmes fluviaux coulant des hautes terres vers les basses terres sombres. Des galets arrondis, polis par l'écoulement de liquide, dispersés sur le site d'atterrissage. Quand le module toucha le sol, ces instruments détectèrent que le sol était humide, non pas mouillé d'eau, mouillé d'hydrocarbures. C'était le premier atterrissage dans le système solaire externe. Le premier instrument fabriqué par l'homme à reposer sur la surface d'un monde dans le système saturnien. Et ce qu'il trouva était un monde qui, malgré des températures de presque moins 180 degrés Celsius, possédait un cycle hydrologique actif. Non pas un cycle de l'eau, un cycle du méthane. Mais les processus étaient identiques. Évaporation, condensation, précipitation, écoulement de surface, collection dans des corps liquides permanents, le même cycle fondamental qui entraîne la météo et façonne les paysages sur Terre, opérant sur un monde étranger avec une chimie étrangère. La beauté terrifiante de cette découverte réside dans sa familiarité. Regardez les images de la surface de cette lune et vous pourriez croire, pendant un instant vertigineux, que vous regardez un désert terrestre après une pluie. Les mêmes motifs de drainage, les mêmes galets arrondis par l'érosion, les mêmes plaines alluviales s'étalant au pied de collines sculptées par le ruissellement. La géomorphologie est identique parce que les processus physiques sous-jacents sont identiques. Un liquide qui tombe du ciel coule vers le point le plus bas et érode ce qu'il traverse en chemin. Que ce liquide soit de l'eau à 20 degrés Celsius ou du méthane à moins 180, les résultats sont les mêmes. La physique des fluides ne se soucie pas de la chimie. Elle ne se soucie que de la gravité, de la viscosité et du temps. Cette universalité des processus géologiques est l'une des leçons les plus profondes de la science planétaire. Elle nous dit que les forces qui façonnent les paysages ne sont pas spécifiques à la Terre. Elles sont universelles. Partout où un liquide coule sous l'effet de la gravité, il creuse des vallées, arrondit des cailloux, dépose des sédiments et crée des deltas. Partout où un gaz se condense en gouttelettes et tombe, il forme des nuages, produit de la pluie et alimente des rivières. La Terre n'est pas unique dans ces processus. Elle est unique dans sa chimie. Et cette lune nous le prouve avec une éloquence glaciale. Au cours des 13 années suivantes, la sonde effectua plus de 100 survols ciblés de la Lune, construisant une image complète de sa surface et de son atmosphère. Le radar révéla un monde d'une diversité extraordinaire. À l'équateur, de vastes champs de dunes de sable s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Leurs matériaux organiques sombres, sculptés par le vent en crêtes parallèles, ressemblant aux mers de sable du Sahara. Ces dunes ne sont pas faites de sable silicaté. Elles sont faites de molécules organiques complexes, des tholines produites par la photochimie dans la haute atmosphère de la Lune et se déposant à la surface comme une fine neige sombre. Près des pôles, le paysage se transforme. Le radar découvrit quelque chose qui avait été théorisé pendant des décennies mais jamais confirmé. Des lacs et des mers de méthane liquide et d'éthane. Des dizaines dans l'hémisphère nord, un seul dans le sud. Le plus grand couvre environ 400 000 km², plus que la mer Caspienne sur Terre. Le deuxième plus grand
fut sondée par le radar et révéla des profondeurs dépassant 160 mètres. Le radar détecta aussi le fond marin, couvert d'une boue de composés organiques, des molécules lourdes tombant du ciel, se dissolvant partiellement dans le méthane liquide et se déposant au fond. La pluie sur cette lune tombe différemment que sur Terre. L'atmosphère terrestre peut contenir environ 2 cm d'eau précipitable. L'atmosphère de cette lune peut contenir l'équivalent de 10 mètres de méthane avant que la pluie ne se forme. Cela signifie que la météo alterne entre de longues périodes de sécheresse, pouvant durer des décennies ou des siècles, et des précipitations énormes. Quand la pluie arrive, elle arrive en torrent. Des mètres de méthane liquide tombant du ciel, creusant des crues éclairs à travers les dunes de sable organique et remplissant des lits de lacs asséchés en un seul événement. La sonde n'observa des précipitations équatoriales qu'une seule fois pendant ses 13 années de mission, preuve supplémentaire que la pluie est rare mais intense. La richesse en hydrocarbures de cette lune est stupéfiante. Des calculs montrent que la surface contient des centaines de fois plus d'hydrocarbures liquides que toutes les réserves connues de pétrole et de gaz naturel sur Terre. C'est littéralement un monde nageant dans le combustible. Mais la question la plus provocante ne concerne ni la géologie ni la météo. Elle concerne la vie. Pourrait quelque chose vivre là-bas ? Sur Terre, la vie nécessite de l'eau liquide. Chaque organisme que nous connaissons utilise l'eau comme solvant, le milieu dans lequel les réactions biochimiques se produisent. Cette lune n'a pas d'eau liquide à sa surface. La température est bien trop basse. L'eau n'existe que sous forme de glace dure comme de la roche. Mais la lune a du liquide. Le méthane et l'éthane coulent à sa surface et remplissent ses mers. La vie pourrait-elle évoluer pour utiliser un solvant hydrocarboné au lieu de l'eau ? Des astrobiologistes proposèrent une expérience de pensée. Et si des organismes consommaient l'hydrogène de l'atmosphère et le faisaient réagir avec de l'acétylène au lieu du glucose, produisant du méthane comme déchet au lieu du dioxyde de carbone ? De tels organismes seraient dans des méthanogènes utilisant la même stratégie métabolique fondamentale que certains archers sur Terre, mais adaptés à un environnement chimique complètement différent. Ils prédirent que si une telle vie existait en quantité significative, elle appauvrirait de manière mesurable l'hydrogène et l'acétylène près de la surface. En 2010, une analyse des données révéla des anomalies cohérentes avec ces prédictions. L'hydrogène semblait couler vers le bas depuis la haute atmosphère et disparaître près de la surface à un rythme que les modèles chimiques ne pouvaient pas facilement expliquer. L'acétylène, qui devrait être abondant à la surface, était présent en concentration bien plus faible que prévu. Ce n'est pas une preuve de vie. Il existe des explications non biologiques, mais les données étaient antéprovocantes. Elles correspondaient trop parfaitement au profil d'une biosphère pour être ignorées. En 2015, des chercheurs proposèrent une membrane cellulaire théorique capable de fonctionner dans le méthane liquide. Ils l'appelèrent azotosome, une membrane faite de molécules organiques contenant de l'azote dont la présence fut confirmée dans l'atmosphère en quantité substantielle. Contrairement aux membranes phospholipidiques de la vie terrestre qui nécessitent de l'eau, les azotosomes pourraient s'auto-assembler et maintenir leur intégrité structurelle dans le méthane liquide aux températures de surface de cette lune. Que la vie existe là-bas reste l'une des grandes questions ouvertes de la science. Une mission robotique volante, prévue pour arriver dans les années 2030, est conçue pour explorer la surface avec un détail sans précédent, échantillonnant la chimie organique et cherchant des biosignatures. Ce drone interplanétaire volera de site en site à travers la surface, couvrant plus de terrain que n'importe quel rover planétaire de l'histoire, alimenté par la désintégration radioactive du plutonium dans un environnement froid et sombre où les panneaux solaires sont inutiles. Mais cette lune n'est pas la seule du système saturnien à avoir une signification astrobiologique. En fait,
Elle pourrait même ne pas être la plus prometteuse. Cette distinction appartient peut-être à une lune si petite qu'elle tiendrait à l'intérieur des frontières du Royaume-Uni, un monde de glace blanche brillante que personne ne s'attendait à trouver intéressant. Et puis, la sonde vit ce qui éruptait de son pôle sud. Ce satellite est minuscule, environ 500 km de diamètre. On pourrait traverser son diamètre en quelques heures sur une autoroute. C'est l'un des plus petits objets du système solaire, connu pour être géologiquement actif. Et pendant la majeure partie de l'histoire de la science planétaire, personne ne lui prêtait beaucoup d'attention. Ce n'était qu'une autre lune glacée dans la cour bondée de Saturne, blanche, froide, apparemment morte. Tout changea en 2005. Quand la sonde survola cette lune pour la première fois et vit quelque chose qui réécrivit les manuels. Le magnétomètre de la sonde détecta une perturbation dans le champ magnétique de Saturne près de la Lune, comme si quelque chose poussait contre lui, quelque chose comme une atmosphère. Mais cette Lune était bien trop petite et trop froide pour retenir une atmosphère selon la physique conventionnelle. Sa gravité était négligeable. Tout gaz libéré de sa surface aurait dû s'échapper dans l'espace presque immédiatement. La sonde regarda de plus près. Ses caméras révélèrent 4 énormes fractures parallèles près du pôle sud, chacune d'environ 135 km de long, entaillant profondément la glace. Les scientifiques les nommèrent les rayures du tigre. Et de ces fractures, des panaches colossaux de matériaux éruptaient dans l'espace. Des jets de vapeur d'eau, de cristaux de glace et de molécules organiques jaillissant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface à environ 1300 km/h, assez haut et assez vite pour échapper entièrement à la faible gravité de la Lune. Ce n'était pas du volcanisme au sens traditionnel. Il n'y avait pas de roches fondues, pas de lave. C'était du cryovolcanisme, du volcanisme froid. De l'eau liquide sous la coquille de glace était forcée à travers les fissures et ventilée dans le vide spatial où elle gelait instantanément en particules de glace scintillantes. Les panaches étaient si prolifiques qu'ils alimentaient l'un des anneaux extérieurs de Saturne tout entier. Cet anneau diffus de minuscules particules de glace qui avait intrigué les astronomes pendant des décennies. Cette petite lune n'était pas juste géologiquement active. Elle était en train de construire activement un des anneaux de Saturne. Au cours des 12 années suivantes, la sonde effectua plus de 20 survols rapprochés, chacun révélant davantage sur ce monde improbable. Les découvertes arrivèrent par vagues, chacune plus stupéfiante que la précédente. D'abord, l'océan. Des mesures de gravité prises lors de passages rapprochés révélèrent que la Lune était légèrement déformée, sa distribution de masse inégale, d'une manière qui suggérait un grand corps d'eau liquide sous la glace. L'analyse de la vibration de la Lune, un léger vacillement dans sa rotation causé par l'attraction gravitationnelle de Saturne, confirma que la coquille de glace ne reposait pas sur un intérieur solide. Elle flottait sur un océan global, une mer d'eau liquide encerclant complètement le noyau rocheux de la Lune, caché sous environ 20 à 25 km de glace. Près du pôle sud, où les fractures traversent la coquille, la glace pourrait être aussi mince que quelques kilomètres. Ensuite, le sel. L'analyseur de poussière cosmique échantillonna des grains de glace des panaches. Les grains contenaient du chlorure de sodium, du sel de table, dans des concentrations similaires à celles des océans terrestres. De l'eau salée. L'océan de cette lune n'est pas de l'eau pure. C'est une solution saline riche en minéraux, le type de liquide qui se forme quand l'eau interagit avec la roche pendant de longues périodes. C'était la preuve puissante que l'océan était en contact direct avec le noyau rocheux de la Lune. Puis, la silice. Parmi les grains de glace collectés se trouvaient des particules de silice à l'échelle nanométrique, de minuscules grains de dioxyde de silicium entre 2 et 8 nanomètres. Sur Terre, des nanoparticules de silice de cette taille précise se forment d'une seule façon.
De l'eau chaude, chauffée à au moins 90 degrés Celsius, monte à travers la roche en dissolvant des minéraux. Quand cette eau chaude chargée de minéraux rencontre de l'eau plus froide au-dessus, la silice dissoute précipite sous forme de nanoparticules. C'est exactement ce qui se produit aux sources hydrothermales sur le plancher océanique terrestre. L'implication était sans équivoque. Cette lune possède des sources hydrothermales. Au fond de son océan, de l'eau chaude émerge du noyau rocheux, transportant des minéraux dissous dans la mer plus froide au-dessus. Le même type de processus géologique qui alimente les écosystèmes autour des dorsales médiaux océaniques et des fumeurs noirs terrestres est à l'œuvre à l'intérieur d'une lune de 500 km de large dans le système solaire externe. Puis, l'hydrogène. Lors de sa plongée la plus profonde à travers le panache, passant à seulement 49 km au-dessus de la surface, la sonde détecta des quantités significatives d'hydrogène moléculaire. L'équipe conclut que la source la plus plausible de cet hydrogène était des réactions hydrothermales continues entre l'eau et la roche, un processus appelé serpentinisation. Sur Terre, des micro-organismes appelés méthanogènes utilisent l'hydrogène pour réduire le dioxyde de carbone en méthane, extrayant de l'énergie d'une réaction purement chimique qui ne nécessite aucune lumière solaire. Ces organismes forment la base d'écosystèmes entiers dans les abysses océaniques. Des écosystèmes qui prospèrent dans l'obscurité totale, alimentés non par le soleil, mais par la chimie de la roche et de l'eau. La découverte de l'hydrogène dans le panache signifiait que cette lune possède une source d'énergie chimique capable de supporter la vie. Pas théoriquement. Pas dans un scénario futur distant. Maintenant. Le déséquilibre thermodynamique entre l'hydrogène produit et le dioxyde de carbone dissous dans l'océan crée un gradient d'énergie potentielle que la biologie pourrait exploiter. Les ingrédients sont là. Eau liquide, énergie chimique, molécules organiques, nutriments minéraux, temps. Combien de temps? Les estimations varient, mais l'activité hydrothermale semble être en cours depuis au moins 40 millions d'années, possiblement plus de 100 millions. Sur Terre, les premières traces de vie apparaissent environ 500 millions d'années après la formation de la planète. Si cette lune a eu de l'eau liquide et de l'énergie chimique pendant ne serait-ce que 40 millions d'années, il y a eu plus que suffisamment de temps pour que la vie émerge. Enfin, les composés organiques. La sonde détecta des composés organiques dans le panache, à la fois des molécules simples comme le méthane et le dioxyde de carbone, et des espèces plus complexes. En 2018, la détection de grandes molécules organiques complexes, avec des masses moléculaires supérieures à 200 unités de masse atomique, fut annoncée. Ce n'était pas de simple méthane ou éthanol. C'étaient des fragments de molécules bien plus grandes, possiblement incluant des composés contenant de l'azote et de l'oxygène, les types de molécules associées à la chimie prébiotique et aux briques de la vie. En 2023, l'identification de phosphates dans les grains du panache fut annoncée, signifiant que 5 des 6 éléments essentiels à la vie telle que nous la connaissons, carbone, hydrogène, azote, oxygène et phosphore, ont maintenant été confirmés dans du matériau provenant de l'océan de cette lune. Seul le soufre reste non détecté, et de nombreux scientifiques considèrent sa présence probable étant donné la géochimie impliquée. En 2025, une réanalyse des données du survol à plus grande vitesse révéla une chimie encore plus riche. Des composés aliphatiques, des esters cycliques, des éthers et des molécules contenant de l'azote et de l'oxygène furent identifiés dans des grains de glace fraîchement éjectés. L'océan de cette petite lune n'est pas un bassin stérile d'eau salée. C'est un environnement chimiquement riche et dynamique, subissant les types de réactions qui, sur Terre, sont intimement connectés de la host à la biologie. Arrêtons-nous un instant pour mesurer l'ampleur de ce qui a été découvert. En l'espace de 12 ans,
Une sonde spatiale conçue pour une ère où personne ne soupçonnait l'existence de cet océan a réussi à identifier, pièce par pièce, pratiquement tous les éléments du puzzle de la vie telle que nous la connaissons. De l'eau liquide, salée, en contact avec de la roche, des sources hydrothermales au fond de l'océan, crachant de l'eau chaude, riche en minéraux dans la mer froide au-dessus. De l'hydrogène moléculaire, le carburant chimique que les micro-organismes les plus primitifs de la Terre utilisent pour vivre. Des molécules organiques complexes, les briques constitutives des protéines et des membranes cellulaires, et des phosphates, l'élément essentiel de l'ADN et de l'ATP, la monnaie énergétique de toute vie terrestre. Chaque découverte, prise isolément, serait remarquable. Prise ensemble, elle constitue le dossier astrobiologique le plus solide jamais assemblé pour un monde autre que la Terre. Ce qui rend cette découverte encore plus stupéfiante, c'est que cet océan existe dans un endroit où personne ne l'attendait. Cette lune orbite à plus d'1 milliard de kilomètres du Soleil, dans une région du système solaire où les températures de surface avoisinent les moins 200 degrés Celsius. Selon toute logique conventionnelle, ce monde devrait être une boule de glace morte et inerte. Et pourtant, la mécanique céleste a créé les conditions parfaites pour maintenir un océan d'eau liquide pendant des dizaines de millions d'années, peut-être des centaines de millions. Le chauffage par marée, généré par les interactions gravitationnelles constantes entre cette lune, Saturne et les autres satellites, fournit l'énergie nécessaire pour empêcher l'océan de geler. C'est comme si le système solaire avait caché un incubateur à vie dans le dernier endroit où quiconque penserait à chercher. Un chercheur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA l'a formulé simplement. Si vous avez tous les ingrédients pour la vie, mais pas encore de vie, attendez environ 10 millions d'années et vous devriez avoir de la vie. Et l'eau liquide, la chaleur et l'activité hydrothermale de cette lune persistent depuis 40 millions d'années ou plus. Nous ne savons pas si la vie est là. La sonde n'était pas équipée pour la détecter. Elle fut lancée en 1997, des années avant que quiconque ne sache que cette lune avait un panache, un océan ou des sources hydrothermales. Ces instruments appartenaient à une autre époque et à un autre ensemble de questions. La prochaine étape est d'y retourner, de voler à travers le panache avec des instruments modernes conçus spécifiquement pour répondre à la question. Le panache est un cadeau extraordinaire. Il pulvérise littéralement le contenu de l'océan dans l'espace. Pas besoin de forer à travers des kilomètres de glace pour échantillonner l'eau. Il suffit de voler à travers le spray. Cette lune est peut-être le meilleur endroit du système solaire pour chercher la vie extraterrestre. Meilleur que Mars, où l'eau liquide existait il y a des milliards d'années mais pourrait avoir disparu maintenant. Elle offre son océan, le projette dans l'espace, suppliant d'être étudiée. Mais les lunes spectaculaires ne sont pas les seules à mériter notre attention. Parmi les 146 satellites confirmés, plusieurs sont véritablement étranges, défiant les hypothèses fondamentales sur la formation et le comportement des lunes. La plus petite des principales lunes de Saturne, d'à peine 400 km de diamètre, est couverte de cratères anciens. Mais un cratère domine tout le reste. 130 km de diamètre, près d'un tiers du diamètre de la Lune elle-même. L'impact qui le créa faillit la détruire. Mais l'histoire la plus intéressante se trouve à l'intérieur. En 2024, une analyse révéla que cette lune, comme sa voisine au geyser, pourrait abriter un océan sous sa surface. Sa vibration orbitale est plus grande qu'elle ne devrait l'être si elle était un corps solide de glace et de roche. La meilleure explication est un océan interne global à environ 20 à 30 km sous la coquille de glace. C'était choquant. Cette lune ne montre aucun signe d'activité géologique. Sa surface ancienne et lourdement cratérisée suggère un monde géologiquement mort depuis des milliards d'années. Et pourtant, la physique exige de l'eau liquide à l'intérieur.
Si c'est confirmé, ce serait le monde océanique le plus improbable du système solaire, un corps qui cache son océan derrière la façade d'une lune morte et battue. Considérons maintenant l'une des lunes les plus étranges jamais photographiées par une sonde spatiale. D'environ 270 km de diamètre, de forme irrégulière, ressemblant à une éponge géante ou à un morceau de pierre ponce. Sa surface est couverte de cratères profonds, aux bords tranchants et au fond sombre, lui donnant une apparence unique dans le système solaire. Sa densité extrêmement faible, environ la moitié de celle de l'eau, suggère un amas de débris de glace et de vide, plus d'espace vide que de matière solide, et sa rotation est chaotique. La plupart des lunes du système solaire montrent toujours la même face à leur planète parente. Celle-ci bascule de façon imprévisible d'une orbite à l'autre. Prédire quelle face elle montrera à Saturne à un moment donné est, au sens mathématique rigoureux, impossible. Une autre lune, découverte en 1671, déconcerta immédiatement les astronomes. Elle n'était visible que quand elle se trouvait d'un côté de Saturne. Quand elle passait de l'autre côté, elle disparaissait. La raison ? Un hémisphère est recouvert de matériaux sombres comme du charbon. L'autre est brillamment blanc comme de la neige fraîche. Le matériau sombre est une fine couche de poussière organique balayée d'une lune extérieure et de son anneau associé. Tandis que cette lune orbite Saturne, elle traverse cette poussière, l'accumulant sur son hémisphère avant comme une voiture roulant à travers des insectes sur une autoroute estivale. Mais sa caractéristique la plus étrange n'est pas sa couleur, c'est sa forme. Le long de son équateur court une crête montagneuse atteignant environ 13 km de hauteur, s'étendant sur environ 1300 km, presque les 3/4 du tour de la Lune. Personne ne comprend pleinement comment elle s'est formée. La crête reste l'une des caractéristiques les plus énigmatiques du système solaire. Les plus petites lunes de Saturne ajoutent encore de l'étrangeté. 2 minuscules satellites orbitant à l'intérieur et près des bords des anneaux ont des formes distinctives de soucoupes volantes avec des crêtes équatoriales prononcées comme des raviolis. Ces crêtes se sont formées quand du matériau des anneaux s'est accumulé sur les équateurs des lunes, grain par grain. Un satellite de seulement 8 km orbite dans un interstice des anneaux, et sa gravité crée des ondes visibles dans le matériau annulaire de chaque côté, des ondulations qui se propagent vers l'extérieur comme le sillage d'un bateau. Les lunes bergères, orbitant de part et d'autre d'un anneau mince, confinent les particules dans une bande étroite par leur gravité. Sans ces 2 lunes, l'anneau se disperserait. Chacune de ces lunes raconte une histoire différente. Ensemble, elles forment un système si riche, si divers, si plein d'énigmes non résolues qu'une seule sonde spatiale passa 13 ans à l'explorer et n'en gratta que la surface. Cette sonde, et son histoire depuis le lancement jusqu'à la mort, constitue l'une des plus grandes réalisations de l'histoire de l'exploration humaine. Le 15 octobre 1997, une fusée décolla de Floride, transportant la sonde interplanétaire la plus lourde jamais lancée par la NASA dans le ciel nocturne. 6800 kg d'instruments, de structures et de carburant. Sa source d'énergie, 33 kg de plutonium-238, générant de l'électricité par la désintégration radioactive, parce qu'à la distance de Saturne du Soleil, les panneaux solaires étaient impraticables. La lumière du Soleil atteignant Saturne est environ 1% de celle qui atteint la Terre. La sonde ne pouvait pas voler directement vers Saturne. La planète était trop loin et la sonde trop lourde pour une trajectoire directe. Les planificateurs de mission conçurent l'un des parcours de vol les plus complexes de l'histoire spatiale. La sonde effectua 2 assistances gravitationnelles de Vénus, une de la Terre et une de Jupiter, utilisant l'attraction gravitationnelle de chaque planète pour gagner de la vitesse et rediriger sa course. Le voyage prit 6 ans et 261 jours.
La sonde parcourut environ 3,5 milliards de kilomètres avant d'entrer en orbite autour de Saturne le 30 juin 2004. La manœuvre d'insertion orbitale fut l'un des moments les plus angoissants de la mission. La sonde devait allumer son moteur principal pendant environ 96 minutes, ralentissant juste assez pour que la gravité de Saturne la capture. Si le freinage échouait, ou était ne serait-ce que légèrement décalé, la sonde survolerait Saturne et se perdrait dans l'espace profond, perdue à jamais. Le freinage réussit. Ce qui suivit fut 13 ans de découvertes qui transformèrent notre compréhension du système saturnien. La sonde découvrit les geysers de la Lune glacée. Elle confirma l'océan global sous la glace. Elle détecta l'activité hydrothermale et les ingrédients chimiques nécessaires à la vie. Elle révéla les lacs et les mers de méthane de la grande lune orangée. Elle livra le module d'atterrissage à la surface de cette lune, réalisant le premier atterrissage dans le système solaire externe. Elle observa l'hexagone polaire avec un détail sans précédent. Elle suivit l'éruption et l'évolution de la grande tache blanche de 2010. Elle mesura la masse et la composition des anneaux avec une précision qu'aucune mission précédente n'avait atteinte. Elle découvrit de nouvelles lunes. Elle photographia les anneaux en contre-jour, révélant des structures invisibles sous tout autre éclairage. Elle détecta les minuscules perturbations dans les anneaux qui prouvèrent que l'intérieur de Saturne est flou et en mouvement. La sonde compléta 294 orbites de Saturne. Elle effectua 162 survols ciblés de la Grande Lune et 23 rencontres rapprochées avec la Lune au geyser. Elle prit près d'1 demi-million d'images. Ces données produisirent plus de 4000 publications scientifiques. Par toute mesure, ce fut la mission d'orbiteur planétaire la plus productive de l'histoire. Mais toutes les missions finissent. Et la façon dont celle-ci se termina est aussi remarquable que la mission elle-même. En 2017, la sonde était dans l'espace depuis près de 20 ans. Sa réserve de carburant, l'hydrazine utilisée pour contrôler sa trajectoire et son orientation, était presque épuisée. Sans carburant, la sonde ne pouvait plus être dirigée. Elle finirait par dériver sur une orbite non contrôlée, et il existait une possibilité réelle qu'elle s'écrase sur l'une des 2 lunes que ses propres découvertes avaient identifiées comme potentiellement habitables. Le problème était la contamination. Malgré les précautions lors de la construction, la sonde transportait des micro-organismes terrestres, des passagers clandestins de la Terre, incrustés dans sa structure et ses instruments. Si la sonde s'écrasait de manière non contrôlée sur la Lune au geyser, ces microbes pourraient en contaminer l'océan de la Lune. Si des missions futures détectaient alors de la vie, les scientifiques ne sauraient jamais si cette vie était indigène ou si elle avait été introduite par l'impact de la sonde. L'intégrité scientifique de toute recherche future de vie dans le système saturnien dépendait de la protection des lunes habitables. La solution fut élégante et dévastatrice. La sonde serait dirigée vers Saturne elle-même. L'atmosphère épaisse de la planète incinérerait le vaisseau spatial comme un météore, le détruisant complètement et garantissant qu'aucune contamination terrestre ne puisse atteindre aucune des lunes. Cette phase finale fut appelée le grand final. Après un dernier survol rapproché de la grande lune, sa gravité propulsa la sonde par-dessus les anneaux de Saturne dans une série de 22 orbites traversant l'espace entre l'anneau le plus interne et le sommet des nuages de la planète. Aucune sonde n'avait jamais exploré cette région. L'espace était large d'environ 21 000 km. La sonde le traversa à des vitesses allant jusqu'à 112 000 km/h. Lors des 5 dernières orbites, la sonde plongea dans la haute atmosphère de Saturne, effleurant le gaz mince à des altitudes entre 1600 et 2600 km au-dessus du sommet des nuages. C'était la première fois qu'une sonde spatiale goûtait directement l'atmosphère de Saturne.
Le dernier jour arriva. Dans les premières heures du 15 septembre 2017, des ingénieurs et des scientifiques se rassemblèrent dans le centre de contrôle de mission. Beaucoup d'entre eux avaient travaillé sur cette mission pendant des décennies. Certains étaient impliqués depuis la conception du projet dans les années 1980. Ils regardèrent bomber leurs écrans. Ils surveillèrent et obéirent le signal. Ils attendirent. La sonde entra dans l'atmosphère de Saturne, pointée vers la Terre, son antenne transmettant des données en continu. 7 de ces 12 instruments étaient actifs, collectant des mesures de composition atmosphérique, de température, de pression et de conditions du champ magnétique. La sonde tombait à des dizaines de milliers de kilomètres/heure, plongeant plus profondément à chaque seconde. Tandis que l'atmosphère s'épaississait, la traînée augmentait. Les petits propulseurs de la sonde tiraient de plus en plus fort pour maintenir l'antenne pointée vers la Terre. La sonde luttait pour maintenir le contact. Pendant environ 1 minute, les propulseurs tinrent bon. Puis l'atmosphère les submergea. La sonde commença à basculer. L'antenne se détourna de la Terre. Le signal s'arrêta. 83 minutes plus tard, parce que c'est le temps qu'il faut à la lumière pour voyager de Saturne à la Terre, le silence atteignit la station de réception. Le signal, qui avait coulé pendant 20 ans, devint plat. La mission était terminée. Il y eut des larmes. Il y eut des applaudissements. Il y eut des étreintes entre collègues qui avaient passé des carrières à travailler vers ce moment et à le redouter à parts égales. La sonde avait disparu, vaporisée dans l'atmosphère de Saturne en quelques secondes après la perte de contact. Son plutonium, ses instruments, ses caméras, sa mémoire, tout converti en chaleur et dispersé dans l'hydrogène et l'hélium de la planète qu'elle avait étudiée pendant 13 ans. Un an. La sonde était devenue partie de Saturne. Cette mission prouva que le système solaire externe n'est pas un désert glacé. C'est une frontière dynamique et chimiquement riche où les conditions pour la vie pourraient exister en ce moment même. Pas dans un passé ancien, pas sur une exoplanète lointaine, mais sur des lunes orbitant la 6e planète depuis notre Soleil. Elle réécrivit la science des anneaux planétaires, de la dynamique atmosphérique, de la formation lunaire et de l'astrobiologie. Elle forma une génération de scientifiques planétaires. Mais la mission laissa aussi des affaires inachevées. Des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Des mystères qu'elle découvrit mais ne put résoudre. Et l'une des questions les plus profondes reste ouverte. Qu'arrive-t-il ensuite? Non seulement aux lunes de Saturne, ou à ses anneaux, mais à la planète elle-même. Car Saturne n'est pas éternel, rien ne l'est. Et si l'on plonge dans les profondeurs de la planète, sous les nuages et les tempêtes et l'hexagone, on entre dans un domaine si extrême qu'il défie la définition même de la matière. Si vous pouviez tomber dans Saturne, voici ce qui se passerait. Vous entreriez dans l'atmosphère au sommet des nuages, où la température est d'environ moins 178 degrés Celsius et la pression d'environ 1 bar, la même qu'au niveau de la mer sur Terre. Le ciel serait une brume dorée pâle. Des cristaux de glace d'ammoniac flotteraient autour de vous. Vous tomberiez, et à mesure que vous tomberiez, tout changerait. En quelques centaines de kilomètres, la température monterait, la pression grimperait, les nuages d'ammoniac céderaient la place à l'hydrosulfure d'ammonium, puis à des nuages de glace d'eau plus profonds encore. Le ciel s'assombrirait. Finalement, il n'y aurait plus de lumière du tout. Juste de la chaleur, de la pression et la densité croissante de l'hydrogène gazeux autour de vous. À environ 1000 km sous le sommet des nuages, la température atteindrait environ 1000 Kelvin et la pression environ 1000 bars. À ces conditions, l'hydrogène n'est plus un gaz. C'est un liquide. Vous ne vous écraseriez pas dans un océan. Il n'y aurait pas de surface. Le gaz s'épaissirait simplement, graduellement,
imperceptiblement, jusqu'à ce que vous nagiez dans de l'hydrogène liquide sans avoir jamais franchi de frontière. Sur Saturne, la transition du gaz au liquide est continue. Il n'y a pas de surface, pas de rivage, pas de bord. Juste un gradient, une augmentation douce de la densité qui transforme l'atmosphère en océan sans annonce. Plus profondément encore, à environ la moitié de la distance entre le sommet des nuages et le centre, la pression atteindrait approximativement 2 millions de bars et la température environ 6000 Kelvin, à peu près la température de la surface du Soleil. À ces conditions, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'hydrogène change de nature. Les liaisons moléculaires se brisent, les électrons sont arrachés de leur atome et deviennent libres de se déplacer. L'hydrogène devient métallique. Il conduit l'électricité. Il se comporte comme un métal liquide. Cette transition est la raison pour laquelle Saturne possède un champ magnétique. La couche d'hydrogène métallique, conduisant l'électricité tout en étant brassée par les courants de convection, agit comme une dynamo. Le champ magnétique de Saturne est particulier. Sur la plupart des planètes magnétiques, l'axe magnétique est incliné par rapport à l'axe de rotation. Celui de Saturne est presque parfaitement aligné, exhibant une symétrie axiale quasi parfaite unique dans le système solaire. L'explication principale était avec une épaisse couche de pluie d'hélium entre la région de dynamo et l'enveloppe externe agit comme un filtre, absorbant les asymétries dans le champ magnétique avant qu'elles ne puissent atteindre la surface. La pluie d'hélium, le concept semble presque poétique, mais il décrit un processus brutalement physique. Dans les profondeurs de Saturne, les conditions de pression et de température sont telles que l'hélium, qui normalement se mélange librement avec l'hydrogène, devient insoluble. L'hélium se sépare de l'hydrogène comme l'huile se sépare de l'eau. Il se condense en gouttelettes, et ces gouttelettes, plus denses que l'hydrogène métallique environnant, tombent. Elles pleuvent vers le centre de la planète. Ce processus explique pourquoi Saturne est trop brillante. Elle rayonne environ 2,5 fois plus d'énergie dans l'espace qu'elle ne reçoit du Soleil. Saturne, étant plus petite que Jupiter, devrait avoir refroidi plus vite et ne devrait plus rayonner d'excès de chaleur à ce rythme. Quelque chose fournit une énergie supplémentaire. La pluie d'hélium la fournit. Tandis que les gouttelettes tombent, elles convertissent l'énergie potentielle gravitationnelle en énergie cinétique, qui est finalement dissipée sous forme de chaleur. Des expériences de laboratoire en 2016 fournirent les premières preuves expérimentales de la pluie d'hélium dans des conditions pertinentes pour Saturne, confirmant la théorie. Et puis il y a les diamants. L'atmosphère de Saturne contient du méthane, une molécule d'un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène. Dans les profondeurs de l'atmosphère, où la foudre frappe et les températures s'envolent, les molécules de méthane peuvent être brisées. Le carbone est libéré. Et tandis que ce carbone libre s'enfonce plus profondément dans la planète, rencontrant des pressions et des températures toujours plus grandes, il subit une série de transformations. D'abord, les atomes de carbone se lient pour former de la suie, puis la suie est comprimée en graphite. Et puis, encore plus profondément, le graphite est écrasé en diamants. Des cristaux de carbone pur, formés dans les profondeurs incandescentes d'une géante gazeuse, tombant à travers des couches d'hydrogène métallique liquide vers un noyau qui pourrait même ne pas être solide. Des expériences de laboratoire ont confirmé que ce processus est physiquement plausible. Les diamants ne scintilleraient pas. Il n'y a pas de lumière dans l'intérieur de Saturne. Ils se formeraient dans l'obscurité, tomberaient dans l'obscurité et s'accumuleraient quelque part dans la zone de transition. Certains modèles suggèrent que les diamants pourraient fondre dans les températures extrêmes près du noyau, formant une couche de carbone liquide, une mer de diamants entourant le centre de la planète. L'image qui émerge est extraordinaire mais incomplète.
Une planète avec un noyau flou de roches et de glace étalées, entourée d'une couche profonde d'hydrogène métallique, où l'hélium pleut et les diamants se forment, enveloppée dans une épaisse couche d'hydrogène moléculaire et d'hélium qui passe sans couture du liquide au gaz. Saturne n'est pas une boule solide avec une coquille gazeuse. C'est un gradient continu, une planète sans surface. Un monde où l'intérieur n'est pas un endroit, mais un processus. Cette absence de surface est l'un des concepts les plus difficiles à saisir quand on pense à Saturne. Nous sommes habitués aux planètes comme la Terre, avec une ligne de démarcation claire entre le sol et le ciel. Sur Saturne, cette distinction n'existe simplement pas. L'atmosphère s'épaissit progressivement, devenant un brouillard de plus en plus dense, puis un liquide qui ne cesse de se comprimer, puis un métal qui conduit l'électricité, puis un mélange incandescent de roches fondues et d'éléments lourds dissous dans l'hydrogène. Il n'y a jamais de frontières, jamais de moment où l'on pourrait dire avec certitude « ici s'arrête l'atmosphère et ici commence la planète ». Saturne est l'atmosphère. La planète et son enveloppe gazeuse sont une seule et même chose, un continuum de matière qui se transforme sous l'effet de la pression et de la température, depuis les cristaux de glace d'ammoniac du sommet des nuages jusqu'au noyau flou enfoui à 70 000 km de profondeur. Cette réalité a des conséquences profondes pour notre compréhension de ce qu'est une planète. Nous pensons aux planètes comme des objets solides, avec des surfaces, des endroits où l'on pourrait théoriquement se tenir debout et regarder le ciel. Saturne nous force à abandonner cette image. Elle nous montre qu'une planète peut être un processus plutôt qu'un lieu, une transformation continue de matière plutôt qu'un objet fixe dans l'espace. Et si Saturne est ainsi, Jupiter l'est probablement aussi. Et les milliards de géantes gazeuses qui orbitent d'autres étoiles à travers la galaxie le sont peut-être également. Le type de planète le plus commun dans l'univers pourrait être un monde sans surface, un monde que nos catégories mentales les plus fondamentales ne parviennent pas à saisir. Saturne survivra à notre espèce. Une géante gazeuse ne meurt pas vite, elle n'a pas de surface à éroder, pas d'atmosphère à perdre dans l'espace, pas de feu interne qui s'éteindra. Saturne persistera pendant des milliards d'années, bien après que le Soleil aura gonflé en géante rouge, englouti les planètes internes et se sera effondré en naine blanche. Saturne sera toujours là, orbitant le vestige pâle de son étoile, froide et sombre, mais intacte. Et pourtant, Saturne change en ce moment même. De manière mesurable, irréversible, les anneaux disparaissent. La pluie d'hélium se poursuit à l'intérieur, changeant lentement la structure interne de la planète. Les diamants continuent de se former et de tomber. Les lunes changent aussi. La petite lune au geyser ne peut pas maintenir son activité géologique indéfiniment. Si la résonance orbitale qui la chauffe se décale, le chauffage pourrait diminuer, l'océan pourrait geler, les geysers pourraient s'arrêter, et l'anneau qu'elle alimente s'évanouirait. Le cycle du méthane de la grande lune fait face à une horloge différente. Le méthane atmosphérique est lentement détruit par le rayonnement ultraviolet. Sans source pour le renouveler, il sera épuisé en quelques dizaines de millions d'années. Dans des milliards d'années, le Soleil évoluera. En environ 5 milliards d'années, il se transformera en géante rouge dont les couches externes atteindront environ l'orbite de la Terre. Saturne, orbitant à 9 unités astronomiques et demie, survivra à cette phase. La luminosité accrue du Soleil réchauffera Saturne significativement, peut-être assez pour altérer sa chimie atmosphérique et réchauffer ses lunes. La grande lune pourrait brièvement connaître des températures plus proches de celles de la Terre actuelle. La glace de la petite lune pourrait fondre plus agressivement. Pendant une période cosmiquement brève, le système solaire externe pourrait devenir plus hospitalier que le système intérieur ne l'a jamais été. Mais cela ne durera pas.
Après la phase de géante rouge, le Soleil éjectera ses couches externes et deviendra une naine blanche, un vestige dense se refroidissant lentement pendant des billions d'années. Saturne continuera d'orbiter cette naine blanche. Mais avec la masse du Soleil réduite de moitié, l'orbite de Saturne s'élargira. Finalement, des interactions avec des étoiles de passage pourraient altérer l'orbite de Saturne. La planète pourrait être éjectée du système solaire, devenant un monde vagabond dérivant dans l'espace interstellaire, où elle pourrait persister, orbitant l'étoile morte dans une stabilité froide et silencieuse, pendant des éons au-delà de toute compréhension humaine. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les anneaux, l'hexagone, les tempêtes, les geysers, les mers de méthane, la pluie de diamants, le noyau flou, tout cela est temporaire. Tout cela est un instantané, une seule image dans une histoire qui s'étend de l'effondrement d'un nuage de poussière il y a 4,5 milliards d'années jusqu'à la mort thermique de l'univers lui-même. Et dans cet instantané, nous existons. Nous avons construit une sonde spatiale. Nous l'avons envoyée dans un voyage de 7 ans à travers le système solaire. Nous l'avons fait passer dans l'espace entre une planète et ses anneaux. Nous l'avons fait voler à travers les geysers d'une lune qui pourrait abriter la vie. Nous avons écouté son signal pendant 20 ans, puis nous l'avons regardé tomber dans l'atmosphère de la planète qu'elle avait étudiée, envoyant des données jusqu'à la toute dernière seconde, devenant à la fin partie intégrante du monde qu'elle était venue comprendre. Saturne ne sait pas que nous existons. C'est une boule d'hydrogène et d'hélium tournant dans le noir, obéissant aux mêmes lois de la physique qui gouvernent chaque atome de l'univers. Elle n'a pas de dessein. Elle n'a pas de sens au-delà de celui que nous lui attribuons. Et pourtant, quand on regarde Saturne à travers un télescope, même un petit, même pour la première fois, quelque chose se produit. Les anneaux se dessinent, les bandes apparaissent, une lune ou deux pourraient s'être visibles comme de minuscules points de lumière, et on réalise qu'on regarde quelque chose de réel. Pas une image, pas un rendu, un endroit, un monde. Un système de monde avec des océans et des tempêtes et de la chimie et peut-être, juste peut-être, de la vie. Saturne est terrifiante parce qu'elle est magnifique et qu'elle est en train de mourir. Les anneaux tombent, les tempêtes éclatent et s'éteignent. Les lunes comptent à rebours sur des horloges géologiques que nous ne pouvons pas remonter. Les diamants sombrent dans les ténèbres. Tout en Saturne est temporaire et tout en Saturne est extraordinaire. Nous sommes une espèce qui a eu l'intelligence et l'ambition de construire une machine, de la faire voler sur 1,5 milliard de kilomètres et de l'utiliser pour découvrir qu'une petite lune de 500 kilomètres de large projette un océan dans l'espace. Nous sommes une espèce qui a trouvé un hexagone sur une géante gazeuse et qui a passé des décennies à essayer de le comprendre. Nous sommes une espèce qui a mesuré la pluie d'anneaux, la précipitation de diamants et la séparation de l'hélium dans l'intérieur d'un monde sur lequel nous ne poserons jamais le pied. Et nous sommes une espèce qui, quand la mission était terminée, quand le carburant était épuisé, quand il ne restait plus rien à faire, a choisi de détruire sa propre création, plutôt que de risquer de contaminer un monde qui pourrait abriter la vie. C'est ce que Saturne nous apprend. Pas seulement sur l'univers, sur nous-mêmes, sur notre capacité à transformer la curiosité en connaissance, l'ambition en découverte, la peur de l'inconnu en émerveillement devant sa beauté. Nous avons envoyé un émissaire mécanique dans un royaume de glace et de gaz, et cet émissaire nous a rapporté des merveilles que nos ancêtres n'auraient même pas pu concevoir. Des hexagones de vent, des pluies de diamants, des océans cachés sous la glace, des geysers projetant de l'eau salée dans le vide spatial, des tempêtes qui avalent des continents, des anneaux qui meurent sous nos yeux. Et tout cela se produit dans un silence parfait. À 1,5 milliard de kilomètres, il n'y a pas de bruit. Les tempêtes de Saturne ne grondent pas. Les geysers de sa lune ne sifflent pas. Les anneaux ne craquent pas en se désintégrant.
L'univers accomplit ses miracles les plus spectaculaires dans un mutisme absolu, et c'est peut-être cela qui le rend si terrifiant et si beau à la fois. Nous sommes les seuls à entendre cette histoire, les seuls à en comprendre la signification, les seuls à pleurer quand une sonde spatiale tombe en silence dans l'atmosphère de la planète qu'elle a étudiée pendant 13 ans. Chaque monde a ses secrets, chaque planète a son prix. Et chaque voyage dans le cosmos commence par la décision de lever les yeux et de demander ce qui se trouve là-haut. La nuit prochaine, quand vous regarderez le ciel, cherchez ce point doré et stable parmi les étoiles. Ce point est Saturne. Et tout ce que vous venez de lire se trouve là-bas, à 1,5 milliard de kilomètres, tournant dans le silence, attendant que nous revenions.